parler, puisque nous avons un film vidéo, le premier de la série. Alors voici l'équipe d'Astrologos avec Verneret, Lélier et Teboul qui venaient de se créer. Là, je suis avec Gérard Sabian et Eve Sinclair. Voilà Pascal Bergeron qui a une école d'astrologie à Villeurbanne. Juliette Duroucher et Georges Ruchet. Michel Louis qui fera une belle carrière à l'IFA. Le couple d'après qui l'année prochaine. Alors je suis avec Paul Fintan, qui est un universitaire, qui va parler d'astrologie juive. Je suis avec Régine Ruet, une ancienne du CIA. Tienne Duc, qui vient de sortir un bouquin sur Richard Bennett, le numérologue. Nieuwenhuis, des Pays-Bas. Et Denis Labouret, qui m'avait aidé à préparer ce colloque de Lyon. Voilà. Tu te mets un peu en arrière que je te vois là. Ça? Vas-y. Tu peux peut-être expliquer ce que c'est que ton appareil alors. Finalement alors, vas-y. Dis-moi ce que c'est que cet appareil. Je parle là? Ouais, vas-y, dis-moi ce que c'est. Eh bien, c'est un appareil qui sert à calculer les têtes. C'est un ordinateur, le Canon X07, c'est un programme que j'ai conçu, sur lequel je travaille depuis 1981. J'ai déjà passé plusieurs milliers d'heures dessus. Je connaissais de réputation l'association des auteurs auto-édités. C'est une association d'écrivains, d'auteurs, de poètes, même de musiciens. Dans le congrès. Alors, on va vous poser c'est un film vidéo dans votre oreille. Alors, on va vous poser. Et nous avons mis au point ensemble un programme de sociologie donc de 8 points. Donc à partir des positions traditionnelles de l'astrologie, des positions ensemble, on a un programme, un sous-programme en quelque sorte, qui va trier 174 points dans la séquence que vous choisissez. Et en séquence 90, donc en 4, ou en séquence 45, ou en séquence 22-30, donc sur la façon allemande. Donc on va très bien travailler également sur la séquence de type de John Hadley, donc les séquences 60, 120. Mais là, c'est là, c'est... Je pense qu'il va y avoir sur l'acte de ce soleil, on va voir un ligne sans savoir. Un peu plus fort, ça serait bien parce qu'il y a des bavards à côté. Dès que j'ai reçu le programme de philosophie, de représentation extrêmement rapide, et je pense que la rapidité est l'une des conditions qui permettent en fait de faire bien. C'est pour un autre usage. Vous êtes quelqu'un qui a une approche nouvelle de l'astrologie, à votre avis? Nouvelle pas vraiment, nouvelle en France sans doute. Mais nouvelle pas vraiment parce qu'en Allemagne, ça fait déjà 70 ans qu'on fait l'astrologie des 1000 points. Moi, je suis formé à l'école des Bertins. Donc c'est le problème de l'équidistance des astres les uns par rapport aux autres. Mais en quoi l'astrologie des 1000 points Donne-moi 3 personnes, F. Stendhal, une lyonnaise, Raymond Sarambeau qui est venu de Paris, et Gérard Sabian, tous les trois, avec leurs livres devant eux, 3 itinéraires, 3 aventures différentes. Tout d'abord, parce qu'il a très bien marché et que j'ai reçu un courrier abondant. Et je me félicite d'avoir eu le courage, après tout ce que l'on m'avait dit, de l'avoir conservé tel que je l'avais fait au départ. Mais ce n'est pas un ouvrage, ce qui est intéressant, c'est pourquoi les gens achètent un livre comme celui-ci, qui n'est pas un ouvrage pour apprendre l'astrologie. Vous voyez les gens, cette vidéo, introduction sur ce sujet, je vais donner la parole à Clarisse Kahn, qui est là, un peu là, qui fait un peu un rapport introductif sur le problème du syndicat, et ensuite on prend un peu un tour de table pour voir si finalement ce syndicat c'est encore un peu une idée en l'air, pour voir si autour de nous il y a c'est plutôt une attitude favorable ou défavorable au projet. Alors, je suis Clarisse Kahn, je vais m'expliquer, mais je suis très traumatisée. Une sélection, en contrôlant et en recommandant. Il maintiendra donc un certain ordre, un bon ordre. Le SACA se met en place. Il est en train de se fonder. Il remplacera à coup sûr la quantité. Il est impensable que notre syndicat
le SACA, ne devienne pas très vite le centre de la vie astrologique française. Il a besoin de nous tous, il a besoin de chacun de nous, faire reconnaître officiellement la profession et... Le nombre d'interlocuteurs est considérable. Donc là, je voudrais faire une sorte de table ronde, c'est-à-dire demander à chacun de réagir positivement ou négativement, mais très franche par rapport au discours qui a été tenu. Alors, on va commencer par la gauche. Parler en toute liberté, de toute façon, c'est très utile. Vous représentez certainement... De la participation, il y a déjà des groupes organisés, de droite et de gauche. Si on veut faire quelque chose qui soit vraiment, qui ait un impact... Non, justement, justement, sociologiquement, il apparaît que 90% des astrologues ne partent à aucun groupe astrologique. Oui, il y a quand même quelques groupes astrologiques. Parce que vous ne croyez pas qu'il serait bon de demander leur discours? Oui, éventuellement. Parce qu'il y a déjà un... Ça semble complètement différent de la question quelconque. Je suis bien d'accord avec vous. Je suis aussi d'accord avec ce que quand vous dites que les astrologues se réunissent pour défendre ce qui représente un intérêt commun, leur avenir, un certain nombre de protections. Dans ce syndicat, vous devriez également y avoir tous les animateurs de groupements astrologiques. Parce que justement, à titre personnel, parce que précisément être responsable d'une association astrologique, c'est une activité. En 1981, un congrès surtout avec des astrologues, et depuis, je fréquentais beaucoup Londres. J'avais habité à un moment donné à l'ambassade du Cambodge, et moi, avec mon ami Patrick Curry, nous étions allés voir une institution universitaire, le Warburg Institute, et nous les avions convaincus de tenir un colloque au mois d'avril 1984. Et en réalité, donc finalement, une semaine après avoir organisé le congrès de Lyon, je participais au congrès de Londres, qui a fait d'ailleurs l'objet d'actes du colloque, mais cette fois-ci en anglais. Ouais. Aux éditions La Grande Conjonction, avec l'appui des éditions Trédaniel, en 1984, paraît le Guide de la vie astrologique. Comment a été accueilli cet ouvrage? Effectivement, j'avais déjà eu une première tentative en 1981, un petit ouvrage qui s'appelait Le Bottin astrologique, et là, je le publie avec les éditions Trédaniel, et un assez gros ouvrage avec des photos, des documents, et une somme d'informations, et l'ouvrage a été bien accepté, évidemment. Certaines personnes ont trouvé que je parlais peut-être un peu trop du point de vue du MAU, mais c'est un ouvrage qui se veut quand même systématique, avec aucune absence remarquée, et donc un bon outil d'information. Peu à peu, l'idée d'une fédération des enseignants en astrologie s'est développée. Je vous rappelle qu'en 1979, j'avais créé un syndicat national des enseignants en astrologie, et ça aboutit au congrès d'Orléans, qui fut un très très beau congrès, avec un salon de l'astrologue, un peu comme ce que fera Yves Lenoble 5 ans plus tard, et à la rentrée de septembre, la création de la Fédération des enseignants astrologie. 5, après des journées de Guidel à Lorient, s'est mis en place une nouvelle structure, la Fédération des enseignants d'astrologie, avec Jean-Marie Le Pelletier, vice-président. Moi-même, j'étais au conseil d'administration. Et il y a eu un certain nombre d'activités, de réunions de commissions diverses. Tout ce processus fédératif n'a pas véritablement abouti. Les tribulations, vous organisez le colloque d'Amiens, qui poursuit la série des rencontres astrologiques du MAU. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, par rapport, en dehors de ces activités qui rassemblaient la Fédération d'enseignement astrologique, le Gérard, tout un ensemble de grands ensembles, moi-même je continuais, puisque je n'ai jamais cessé d'organiser des colloques. Donc on a organisé un très sympathique congrès à Amiens au mois de juin, sur le thème de la cohérence de l'astrologie, et avec des personnes nouvelles que je n'avais pas encore rencontrées, avec lesquelles par la suite j'étais très lié, notamment Marie Delclos, les sidéralistes. Et désormais, nous n'organiserons plus d'ailleurs au MAU qu'un seul congrès par an, donc le congrès deviendra plus emblématique et on met fin à une série de 3 ou 4 congrès annuels. Néromanienne, parce que c'est celle avec laquelle j'ai eu les premiers contacts, dès 71, avec des gens comme Jacques Moine, comme Max Duval.
Ensuite, avec Pierre Eckel, avec Didier Racco. J'ai été très lié dès 71 avec Guy Mailleret. Et donc, finalement, ce sont des gens qui ont une forme de pensée structuraliste. D'ailleurs, Carteret dépend un peu aussi de ce courant. Bon, nous organiserons un certain nombre d'activités. Donc, à différents colloques, j'ai laissé la place à cette sensibilité. De même qu'en ce qui concerne les conditionnalistes, à de nombreuses reprises, le débat va engager des gens comme Christophe de Seine, Hervé Guinard, Bernard Blanchet, sans parler bien entendu de Jean-Pierre Nicolas que nous avons invité à nos colloques dès 78, Didier Doré, Richard Pellard. Ainsi, Jacques Delescaux organise des congrès sidéralistes auxquels j'assiste à Bruxelles de façon extrêmement régulière. Et donc les sidéralistes, nous les avons invités souvent, à commencer par Jacques Dorsan, dès les années 78, puis Marie Delclos, puis Denis Labourré. Nous avons été également en liaison avec Max Misrahi quand il a créé le nouveau GRH. Voilà donc le bilan de nos activités. En 1987, vous renouez avec les congrès parisiens. Qu'est-ce qui a motivé ce retour au bout de 8 ans? En effet, le dernier colloque était de 79. Nous avons donc pendant 8 ans surtout évolué à l'étranger et en province. Oh, je crois que c'est surtout la crise au sein du GRH qui m'a donné l'idée finalement de faire une sorte d'événement assez fort en organisant à nouveau un colloque à Paris, d'autant plus que rien ne se faisait plus de très intéressant sur Paris par ailleurs, dans d'autres groupes. En dehors du congrès de 85, exceptionnellement, que le GRH a organisé à Nanterre, sur le dernier congrès d'ailleurs avant sa dissolution. Ce congrès s'est très bien déroulé. Il y avait Michel Gauquelin, il y avait Catherine Aubier. C'est un congrès qui était très prometteur, qui a été très bien enregistré d'ailleurs. Nous avons toute une série, ça a été organisé d'ailleurs avec le concours de Procovi, qui nous a très bien couvert sur le plan magnétophone, le colloque. Il y a eu également Irène Andrieux qui a été très présente. Un colloque que vous avez organisé à Paris en 1988, dans le 13e arrondissement d'ailleurs, comme l'année précédente. Avez-vous été satisfait de son déroulement? Effectivement, nous avons un très joli enregistrement réalisé par Guy Defeil et son équipe de ce colloque de 88. Le précédent colloque est enregistré ayant été celui de 84 à Lyon. On y voit une ambiance tout à fait typique avec toutes sortes d'astrologues qui discutent entre eux. Je crois que c'est peut-être le meilleur enregistrement que nous ayons au niveau des colloques, avec celui que nous verrons tout à l'heure par la suite de 91 à Montluçon. Je crois qu'ils ont bien gardé la tonalité et la dynamique de nos réunions, à la fois celles qui ont précédé d'ailleurs et qui n'ont pas toutes été enregistrées, et celles qui suivront. Ils sont intéressés parce que là encore non plus, on ne va pas essayer de vous imposer ce sujet. Pour ceux qui ne s'intéressent pas au problème de l'éducation, demain après-midi, il y aura bien entendu d'autres propositions, d'autres possibilités. Pour les personnes qui s'inquiétaient que nous ayons plusieurs activités parallèlement, je crois que ça correspond aussi à des activités légèrement différentes, avec un esprit différent, et je pense que certains sujets ne peuvent pas satisfaire l'ensemble du... Bonsoir Christelle. Bonsoir Jacques, bonsoir. Nous rend visite, je pense que vous la connaissez. Elle officie sur la première chaîne. De faire signaliser... je crois d'ailleurs, moi je pense, si vous voulez, je voudrais quand même, bien que j'attache beaucoup d'importance à la participation du public, je souhaiterais, d'ailleurs je l'ai indiqué, que ce soit quelque part un face-à-face, une discussion entre Michel Gauquelin et Jacques Dorsan. Et je pense que c'est intéressant parfois d'avoir des face-à-face de ce genre, qui sont parfois quand même de haut niveau. Et donc je pense que le public n'a pas tellement le temps pour que le public intervienne. Enfin, j'entends le mot public dans un sens très large, parce que la plupart des gens qui sont ici pourraient également être des conférenciers, des intervenants. Mais enfin, disons que je pense que ça serait bien de laisser, pour une fois, un face-à-face, une argumentation se dérouler devant nous, tant plus que nous sommes enregistrés. Et que ça peut être donc conservé. Entre Jacques Dorsan et Michel Gauquelin,
Mais puisque je vais faire la jonction, je suis chargée de faire la jonction avec ce qui s'est dit précédemment et ce qui va se dire maintenant, je vais tout simplement vous donner mon propre système de maison, puisque chaque astronaute le répète, même... Je me demande s'il ne serait pas souhaitable, à moins que cela a déjà été fait, que Jacques Dorsan expose avant. Oui, je pourrais peut-être présenter aussi Jacques Dorsan. Je me demande de parler. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'essentiel de mes travaux, j'ai en effet mis par l'intermédiaire de la statistique, c'est-à-dire en réunissant des données de naissance. Donc, les premiers ont été publiés dans un bouquin qui s'appelle L'influence des astres, qui est sorti en 1955, ce qui ne me gêne pas. Mais je continue à faire des publications avec des données de naissance, encore maintenant. Alors, c'est donc par la voie statistique que j'ai mis en évidence les angularités exactement comme l'a très bien décrit tout à l'heure Marie-Victor. Alors, si bien que... Une question que je vais poser à M. Leclerc, c'est que vous avez, chose que je suis moi personnellement, bon, pour établir vos statistiques, vous êtes basé sur les demi-tudes. D'ailleurs, c'est des fractions d'arc diurne et nocturne. Ce qui parie pour un système des maisons, que celui qui est le plus utilisé en France, qui est basé sur les demi-tudes, puisque la pointe de la maison douce, c'est le tiers du demi-arc diurne. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce choix-là au départ? Des demi-tudes plutôt que de regarder l'écart en longitude, par exemple, à l'ascendant. Oh, ça c'est une question très sympathique. Mais essentielle. Oui, oui. Bon, donc, vous savez, quand j'ai commencé, moi j'ai commencé en prenant des bouquins d'astrologie super élémentaires, ça me passionnait, je ne sais pas pourquoi. Et puis, après avoir lu les plus moches, qui volaient le plus à la terre, j'en ai lu déjà plus compliqués. Et puis un jour, j'ai lu Chouinard, j'ai lu des gens comme ça. J'ai été extrêmement impressionné, je ne comprenais pas grand-chose, à vrai dire, à l'époque, et je me suis aperçu que Chouinard, il faut lui rendre sa justice, même s'il s'est trompé dans beaucoup de choses. Oui, c'est assez alarmant, parce qu'effectivement, là, le problème est bien posé. Est-ce que parce qu'on ne fait pas d'astrologie événementielle, on ne doit pas servir des maisons? C'est vrai, c'est vraiment un problème, parce que si ce que vous disiez, M. Santoni, est juste, à savoir qu'il y a une analogie entre un plan et un autre plan, de toute façon, il faut bien que ce plan des maisons, il serve à quelque chose. On ne peut pas l'évacuer, on peut peut-être lui donner un autre contenu, mais on ne peut pas le supprimer. Et en astrologie chrétienne, donc si j'ai bien compris l'astrologie chrétienne, telle qu'elle est enseignée par plusieurs écoles, les constellations régissent les problèmes de l'âme, les signes régissent les problèmes plutôt psychologiques, et les anges, les événements journaliers, en rapport avec le cycle. Non, mais même, admettons que pour une raison ou pour une autre, quelqu'un ne veuille pas être intéressé par l'aspect événementiel de l'astrologie. Bon, il a le droit. Il peut même penser que ça, il peut même penser que ça ne fait pas partie de l'astrologie et qu'il n'y a pas de notion événementielle. Il faudrait quand même que, quelque part, il propose autre chose à la place. Quand on écrit pour une revue, quand on a une conférence, on n'a pas la donnée de l'ascendant, le classique normal, on n'a pas l'heure de naissance. Donc on travaille autrement. Et que ce travail autrement donne des résultats intéressants que vous pouvez utiliser en plus de vos connaissances. D'autres questions? Pardon. Si vous parlez du soleil dans un signe et dans une maison, pour avoir vraiment la valeur de ce soleil, de cette personnalité, il va falloir non seulement s'adresser aux signes, oui. Par exemple, mettons, Sagittaire. Oui, signe solaire, oui. Il faudra peut-être, un signe de feu, il faudra aller certainement trouver le maître du Sagittaire pour savoir ce qu'est. Tout à fait. Donc, on part si la maison est la maison 9, oui. Eh bien, Sagittaire, c'est Jupiter, oui. Sagittaire, maison 9. Tout à fait. Donc, le maître de la maison 9, c'est Jupiter. Donc, pour arriver à une interprétation qui va, comme vous le dites, le plus loin possible, il y a l'annonce de la planète maîtresse, non seulement du signe, mais de la maison. Nous venons de voir quelques extraits de ce congrès MAU de 1988. Quelles observations vous viennent à l'esprit? Eh bien, je suis évidemment plus âgé, n'est-ce pas? Ça fait déjà 13 ans que l'association existe. J'ai une quarantaine d'années en 88. Et je note un changement de génération, c'est-à-dire
On a dans ce colloque à la fois des personnes qui sont nées dans les années 20-30, et puis on l'a vu aussi toute une nouvelle génération de gens qui vont être très marquants dans les années 90, notamment Christophe de Seine et Francis Santoni, qui vont être les co-organisateurs du salon de l'astrologie qui aura lieu tous les ans à la Porte-Maillot à partir de 90-91. Donc je crois que cette nouvelle génération, ces jeunes, qui ne figuraient pas beaucoup dans les congrès que j'organise jusqu'à présent, émergent de plus en plus dans ces années-là. En 1989, vous avez organisé un 3e congrès dans le 13e arrondissement, qui est le quartier de votre association, et vous en organiserez un autre à la fin de cette année. Toujours à Paris, mais dans le 1er arrondissement. Oui, alors l'année 89 continue sur la lancée. C'est une année effectivement où apparemment, c'est vrai que on n'est plus dans on n'organise plus un seul colloque par an, mais 2. C'est un peu un concours de circonstances. Le premier, celui de juin sur astrologie et langage, qui marche fort bien, et avec lequel, par exemple, on reçoit par exemple Éric Marié. Il faut d'ailleurs signaler aussi qu'en 88 sort notre revue, le bulletin des Sociétés astrologiques de France, qui est une revue parce que l'association, le MAU, n'avait pas de revue depuis des années. Et donc, puisque le MAU est lié à la Société astrologique de France, c'est une sorte de jumelage. Donc c'est une revue qui ne cessera pas de paraître désormais. Et à la fin de l'année, il y a un contact avec un centre, je rappelle, qui s'appelle l'Espace Psy International, qui sera animé par mon ami Christian Gourdin, qui vient d'ailleurs connaît bien Yves Le Serre et le groupe de Paris 7, Jolin, etc. Et nous organisons également un congrès qui se passe très bien, et d'ailleurs sur lequel nous avons un enregistrement dont nous allons peut-être visionner quelques extraits. Différentes associations astrologiques, ou différents astrologues, ou par système de fondation, enfin du genre, il faudrait que les astrologues, moi ce que j'appelle, ça va peut-être un peu surprendre, il faudrait que les cours, disons, de bas de gamme, ou les activités de bas de gamme en astrologie, permettent de faire des activités de haut de gamme, si vous voulez. Donc une partie de l'argent obtenu par les activités de bas de gamme devrait être distribuée pour promouvoir des activités de haut de gamme qui elles-mêmes ne peuvent pas être rentables dans l'immédiat et qui ne peuvent pas être payées, ni payer les professeurs, ni payer les élèves, si on part du principe d'un cours, par exemple, d'une vingtaine d'heures par semaine, avec 7 ou 8 professeurs. Bon, alors ça, c'est un autre problème. Il y a aussi le problème de la formation des enseignants. Est-ce que nous avons les enseignants qu'il faut pour assurer cet enseignement de haut niveau? Ça n'est pas du tout certain. Est-ce que les enseignants sont disposés à suivre des séminaires d'amélioration de leurs connaissances, de formation permanente? C'est-à-dire que les enseignants sont disposés à repartir à l'école pour compléter leurs connaissances. Là aussi, il y a des problèmes de psychologique. Bon, moi, je pense qu'il y a une certaine médiocrité générale au niveau astrologique qui fait que les gens sont contents avec ce qu'ils ont, contents des conditions dans lesquelles ils travaillent, et que finalement, c'est pas si mal comme ça. Alors, je pense que Yves Lenoble est peut-être particulièrement capable de lancer un peu le débat ou de le relancer. Donc est-ce que tu peux donner quelques réflexions sur ton expérience, tes projets? En ce qui me concerne, Madame Figo le sait bien puisqu'elle a appartenu à, je dirais, une des toutes premières générations d'astrologues à qui j'ai donné des cours. Ce qui m'intéresse, grosso modo, c'est de former chaque année une quinzaine de personnes. Et moi, je ne suis pas du tout au niveau du nombre, mais je préfère un enseignement de 2 à 3 heures, de 2 heures par semaine, je trouve que c'est bien. Je ne suis pas pour multiplier les heures de cours, parce que l'astrologie, ce n'est pas une connaissance comme les mathématiques. On a besoin de l'intérioriser. Je ne pense pas que c'est une accumulation du savoir. Et je pense que c'est dans le long terme aussi. Vous parliez de 10 ans, c'est probablement trop, mais c'est pas en 6 mois ou en 1 an qu'on va pouvoir acquérir, je dirais, ou développer le sens astrologique. Parce que je pense que le sens astrologique, on l'a au départ ou on ne l'a pas, mais je pense que tout le monde l'a quand même quelque part au fond de lui-même, et l'astrologue ne fait que le développer. Et je pense que c'est plus facile dans des petits groupes de permettre à ce sens astrologique de se développer. Donc il se trouve que j'ai été mêlé à toutes sortes d'associations, de fédérations, etc., groupements, mais que pour moi, l'essentiel, c'est, je dirais, de former chaque année 15 nouvelles personnes
avec qui j'ai un dialogue, je dirais, constant. Et je suis heureux quand, après, au bout de quelques années, ils me téléphonent pour une raison ou une autre, et je vois qu'ils ont progressé dans l'astrologie. Astrologique des États-Unis, de participer à une expérience en double aveugle, avec les contrôles les plus parfaits et une supervision tout à fait excellente d'un professeur ne prenant pas partie dans l'affaire. Donc il y avait toutes les conditions requises pour un excellent travail. Ça consistait à comparer les tests de psychologie, de morphométrie psychologique, et des tests de thèmes, évidemment, réalisés sur l'ordinateur par l'association en question. Eh bien, tout ça est tombé absolument à l'eau. Et je vais vous dire ce qui est arrivé après, simplement parce que dans le test, il fallait que les personnes puissent se reconnaître soit dans leur test psychologique, le CPI, soit dans leur thème. Les astrologues n'ont reconnu personne, les propres participants à l'expérience ne se sont jamais reconnus. Donc il n'y avait aucune chance que les astrologues ne reconnaissent quoi que ce soit. Par conséquent, tout était biaisé, entièrement biaisé dans cette affaire-là, et l'auteur a conclu, à la fin de son article, l'astrologie est le grand monument chancelant de la bêtise humaine. Au-delà de confronter les expériences d'enseignement qui se sont tenues, mais je crois que Juliette, tu voulais dire quelques mots sur ce qu'a représenté pour toi l'enseignement d'astrologie au Centre Providence ou... Ce que j'ai apprécié particulièrement, c'est que toutes les tendances à représenter, qu'on puisse aller d'un professeur à l'autre. Oui, c'était la collégialité, le oui, tout à fait. Donc il y avait tout à fait l'attitude anti-dictatoriale par rapport à ce qu'on peut se représenter de l'astrologie en général. C'est-à-dire on va prendre un bouquin, on va tomber sur une religion de l'astrologie et on va s'y cantonner. Donc personnellement, je n'apprécie pas du tout ça et c'est le mérite un petit peu du centre dirigé par Jacques en fait. De pouvoir, Alors, ce qui est intéressant dans le cas de Juliette Campana, c'est que d'une certaine manière, elle a, je crois que c'est très typique, elle a commencé par suivre, enfin, en tout cas, elle a suivi des cours chez nous, et ensuite on lui a dit, ben, écoute, tu pourrais peut-être donner des cours. C'est-à-dire que nous avons eu beaucoup de cas de ce genre, d'élèves, de personnes qui sont passées par chez nous et qui, l'année suivante ou 2 années après, ont donné des cours dans notre établissement. On va voir à présent quelques extraits vidéo du colloque de Montluçon. L'astrologie en tant qu'information, l'astrologie en tant que communication. L'astrologie en tant qu'information, ça veut dire que l'astrologue, en regardant le thème, a des informations objectives sur la personne. Et que, ou si vous préférez, on peut dire la chose suivante, il y a 2 façons de pratiquer l'astrothérapie. Soit en disant, l'astrologie va servir le thérapeute, c'est-à-dire qu'en fin de compte, l'astrologie en tant que savoir, en tant qu'information sur le problème de la personne, va aider le thérapeute, ou bien, et moi c'est l'autre voie que j'ouvre actuellement, l'astrologie va servir de lieu de rencontre, donc elle va être un espace de communication, plus... Et ce deuxième monsieur me dit, écoute, moi j'ai appris un peu d'astrologie, alors je vais me mettre dans l'autre salle, et je vais faire l'astrologie, et puis toi tu vas continuer à faire ton séminaire de spiritualité. Je dis, ça c'est une bonne idée, parce qu'à 2, on se gêne toujours un peu. Alors, il y avait 50, 60 personnes, et je me suis retrouvé avec 2 personnes. Alors, et c'était 2 personnes qui étaient restées pour me faire plaisir, visiblement. Alors, je me suis dit, bon, mais il y a quelque chose pour faire passer la spiritualité, il y a peut-être un moyen, peut-être est-ce l'astrologie. Un professionnel, l'astrologue, devrait pouvoir répondre à la personne de façon professionnelle. C'est-à-dire ne plus avoir de vouloir personnel. Savoir que lui, il est le transcodeur. Oui, c'est là que je voulais venir, j'ai eu un petit flou. L'astrologue, aujourd'hui, n'est plus quelqu'un qui a la connaissance astrologique. Vous avez l'astrologie, au début, pour moi, il y avait l'astrologie et il y avait les astrologues. Il y avait les astrologues. Et quand on disait le mot astrologue, tout de suite, bon, il y avait un petit astrologue, mais il y avait l'alchimie du mot. Il y avait le côté ésotérique de l'astrologie. Il y avait cette autre dimension que ces êtres, porteurs d'un message d'une autre dimension, d'une autre dimension, pouvaient
appliquer, pouvait utiliser. Et aujourd'hui, je pense que l'astrologie n'a pas de réalité, n'a que la réalité de la personne qui demande une réponse à l'astrologie. C'est-à-dire que si je fais un thème, j'ai l'astrologie et l'astrologue. Et la personne essentielle n'est ni l'astrologie ni l'astrologue, c'est le consultant. Ici même, à 9h, fera un atelier sur les degrés monomères qui sont la symbolique des degrés du zodiaque. Et donc vous pourrez le continuer avec lui. Là, nous sommes dans les temps, il est 18h45, l'heure de la table ronde sur y a-t-il une école française d'astrologie au XXe siècle, à propos de Don Romand, de Jean Carteret, de Jean-Pierre Nicolas, de Christian Duchossoir, de Jacques Dorsan. Alors, effectivement, ça passe tout de même par le canal qu'on a connu l'astrologie. Moi, après une trajectoire qui d'abord a été scientifique, astronomique, puisque j'ai fait une immense carte du ciel à 25 ans, qui résumait au fond l'histoire un peu cosmogonique, à la fois au niveau infiniment petit, infiniment grand. Je suis venu à l'astrologie par le fil du destin et j'ai rencontré d'abord Berton. Et ça s'est passé dans un dîner très amusant. Et alors, je lui ai passé mon thème. J'avais commencé un peu avant. Et puis alors, il m'a dit, écoutez, faites-moi l'article que vous voulez dans ma revue Tricode. Et alors, j'ai été pendant 3 ans avec Berton, et après, j'ai rencontré Carteret. Ça a été à la fois plus sévère, parce qu'elle porte peut-être cette dynamique dans son livre, qui est un très beau livre, mais si vous voulez, moi, au niveau de ce Carteret, c'est l'élite. Mais la lune noire ne nous fait pas du tout peur. Simplement, il faut savoir que si elle est mise sur Terre, ça, évidemment, ça abîme la Terre, parce qu'elle n'est pas là, elle est là pour nous interroger dans la lucidité. Donc, eh bien, l'émission de l'horoscope, c'est un ouvrage qui se présente comme un ouvrage d'astrologie, et qui est un ouvrage d'astrologie française. C'est un ouvrage qui ne prétend pas se servir des éphémérides. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un ouvrage d'astrologie cabalistique qui mélange un peu avec le tarot, qui mélange un peu avec les chiffres du nom de la personne. Moi, je suis désolé, je ne pense pas qu'un historien doit être un puriste en disant « Ah non, non, ça c'est pas de l'astrologie parce que c'est pas exactement ça que nous considérons comme l'astrologie. » Pendant votre absence, je l'ai dit tout à l'heure, le plat de Stradamus aussi